on va effectivement maintenant donner la parole à trois témoins du plaidoyer, 3 praticiens, des gens qui le font vivre au quotidien. Donc j'appelle Maude Lelièvre à nous rejoindre sur cette estrade, voilà, qui est la présidente du comité français de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. J'appelle ensuite Jean Mercart, qui est le directeur action et plaidoyer du Secours catholique, Caritas France, que tout le monde connaît, et Samuel Le Goff, que certains d'entre vous connaissent aussi, qui a été journaliste politique chez Contexte, qui a aussi travaillé à l'Assemblée, donc qui connaît bien aussi la facette un peu politique. Et je pense qu'on va pouvoir s'asseoir carrément, parce que voilà. Le deuxième, allez Samuel, allez hop. Est-ce qu'il est allumé ? Oui, c'est bon. Alors donc, ah oui, c'est bon, ça fonctionne parfaitement. Donc ma première question, je vais un peu mettre les pieds dans le plat d'ores et déjà, un peu provoque. Est-ce que Samuel Le Goff, le plaidoyer, c'est quelque chose de mal ? Ou est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il faut s'en saisir ? C'est quoi votre réponse là-dessus ? Alors, il y a effectivement des cultures nationales autour de la question du plaidoyer qui sont assez variées en Europe. Vous avez une Europe du Nord qui est assez décomplexée. On le voit d'ailleurs, tous ceux qui ont été à Bruxelles, le lobbying se fait au grand jour, de façon totalement assumée. Et d'autres pays comme la France ont une tradition différente, où finalement, selon Jean-Jacques Rousseau, enfin on charge peut-être beaucoup Rousseau, l'intérêt général sort tout armé de la cuisse de Jupiter, et toute intervention dans la façon de faire cet intérêt général serait une atteinte à sa pureté. Alors, là-dessus, il faut trouver aussi des points d'équilibre. D'abord, il y a 2 choses qui font que le débat doit être posé à 2 niveaux. Il y a d'abord le fait de participer au débat public. On est dans une démocratie. Que des citoyens aillent expliquer à leurs élus et à leurs dirigeants ce qu'ils pensent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils demandent, est quelque chose de normal. Ensuite, il y a les méthodes, les façons de faire, qui peuvent être plus ou moins éthiques. Et là, effectivement, il y a un vrai questionnement à se faire, puisqu'on rencontre parfois des pratiques inacceptables de corruption, de violence, de pression. Et il ne faut pas amalgamer les 2 niveaux de débat pour faire en sorte que les mauvaises pratiques, disqualifient l'ensemble du processus. Donc là, autant la première partie, aller parler à ses élus, est normale. Ensuite, comment le faire, selon quelle méthode ? Là-dessus, il y a une vraie réflexion éthique qui, justement, doit vous interpeller. Merci. Alors maintenant, une question plutôt pour Jean Mercart et Maude Lelièvre. Comment, dans vos organisations respectives, est née cette nécessité de faire du plaidoyer ? Depuis quand cette prise de conscience a eu lieu et comment elle s'est manifestée ? Alors déjà, merci pour cette invitation. Je me réjouis de ce moment d'échange œcuménique. Plus près, ok. Simplement, au Secours catholique, la démarche d'engagement politique n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que notre fondateur, Jean Rodin, s'en revendiquait déjà. Maintenant, le mot même de plaidoyer est d'une affirmation un peu plus récente. C'est-à-dire qu'avant, on parlait de relations institutionnelles. Donc il y avait les huiles du Secours catholique qui échangeaient avec les huiles gouvernementales, éventuellement pour aussi faciliter notre action, etc. Le fait de revendiquer, disons, une approche de transformation sociale et d'affirmer que dans notre mission sociale, il y a un axe à part entière qui est la lutte contre les causes de la pauvreté, des inégalités et de l'exclusion, ça c'est quelque chose qui est un peu plus récent. Ça nous vient notamment de notre action internationale. C'est beaucoup d'abord les associations de solidarité internationale qui ont pris conscience que, avec leurs petits bras musclés, elles n'étaient pas du tout à la hauteur des enjeux qu'elles prétendaient traiter. Et donc il y avait un enjeu politique très fort sur l'annulation de la dette des pays pauvres, sur la réforme du FMI, de la Banque mondiale, la lutte contre l'évasion fiscale, etc. Donc c'est venu beaucoup par là. Et maintenant, c'est assez clairement assumé, en tout cas dans notre projet national, mais on ne peut pas dire que les 60 000 bénévoles qui composent le Secours catholique soient des fervents plaidoyeurs. Il y en a beaucoup qui entrent au Secours catholique d'abord pour rendre service à leurs prochains, pour se rendre utile. La dimension politique de notre action, elle fait encore peur et elle peut diviser parmi nos bénévoles. Donc je dirais que c'est aussi une pédagogie au sein d'une association comme la nôtre, d'arriver à faire comprendre en quoi est-ce que ce volet d'engagement politique, il est complémentaire d'une action de terrain. Merci beaucoup. Et donc Maude, et vous pouvez peut-être en profiter pour représenter l'UICN qu'on n'a pas vraiment présenté pour l'instant.
Merci et merci de votre invitation. Donc, moi, je préside le comité français de l'UICN et je représente aussi l'Europe au niveau international et la francophonie au sein du Conseil international. L'Union internationale de conservation de la nature, c'est une grande ONG, une grande fédération d'ONG qui a été créée en 1948 en France, qui aujourd'hui a un siège basé en Suisse, qui regroupe 1400 organisations mondiales comme par exemple WWF ou BirdLife pour des grandes associations très connues à travers le monde, dans 190 pays, et qui regroupe aussi 122 États partis. C'est comme pour les COP, en fait, il y a des États et des ONG. Et donc, ce qu'elle produit, c'est pas uniquement des plaidoyers, mais elle a aussi des actions concrètes, et elle négocie et publie tous les 4 ans des positions internationales qui peuvent se transformer en plans internationaux d'action sur le plastique, en convention internationale, qui va illustrer votre question. Alors quand les gens ont créé l'UICN en 1948, c'était sur la base de valeurs partagées, avec l'idée qu'il fallait préserver la nature pour des raisons éthiques et pour préserver en fait un bien commun. Et puis ils avaient du mal à se faire entendre et ils se sont aperçus très vite que en ne trouvant pas des voies qui étaient des voies de la contrainte, ça resterait finalement que des textes partagés entre spécialistes de la nature, entre scientifiques, mais que cela ne donnerait pas lieu à des actions concrètes. Donc la rupture ou la prise de conscience, c'est 1963, où cette organisation qui se réunit tous les 4 ans pour décider des positions internationales s'est réunie au Kenya et a constaté l'échec de la préservation des éléphants, puisque il y avait dans les années 60 une accélération du commerce d'ivoire. Ils ont décidé de créer une convention internationale avec les États qui étaient là et les ONG, une convention sur le commerce qui régule, qu'on appelle la convention CITES, et qui régule le transport et la vente d'un certain nombre d'espèces végétales et animales. Et c'est ce qui a mis un frein assez fort au commerce de l'ivoire, mais également des peaux de girafe, des mains de gorille et d'un certain nombre d'espèces. Elle vient d'ailleurs de se réunir au Panama avec un succès renouvelé. Et donc, pour répondre à votre question, en fait, les valeurs se sont incarnées par des prises de décision. Donc, il y a eu à la fois une conscience que rester entre scientifiques ne suffisait pas et qu'il fallait pouvoir aussi le transcrire dans les valeurs des États pour que le sujet avance. Alors justement, comment s'élabore et se construit une stratégie de plaidoyer? C'est-à-dire, est-ce que dans vos organisations, vous avez un cap très clair, un horizon très clair avec des thématiques, des angles en particulier à aborder? Et puis voilà, comment vous mettez en place tout un plan d'action derrière avec différents leviers pour poursuivre cette stratégie de plaidoyer? Jean. Alors chez nous, c'est précisément un défi. C'est-à-dire que les différents visages de la pauvreté nous inviteraient à être actifs sur énormément de champs. Et donc on a un risque de dispersion qui est non négligeable. Ce qui fait que depuis 2 ans, on a travaillé à resserrer sur quoi est-ce que le Secours catholique voulait vraiment faire bouger les lignes politiquement. Donc ça a été un long processus, parce qu'il s'agit d'embarquer, de se dire à partir de quoi on choisit, on renonce aussi. Et donc on a à la fois eu des processus de recueil de la parole des personnes qu'on accompagne, de lecture de la pensée sociale de l'Église, et notamment des dernières encycliques Fratelli Tutti et Laudato Si qui éclairent nos choix, les attentes de nos partenaires internationaux. Voilà, et puisque l'action du Secours catholique nous invite aussi à prioriser. Donc ça a été un processus. Donc ça, c'est sur le quoi. Donc on est arrivé à prioriser 5 grands chantiers qui sont encore assez larges. Et puis, en fait, ça, c'est encore la partie la plus facile, parce que le plus compliqué dans le plaidoyer, c'est une fois que vous dites que, par exemple, il faudrait que chacun ait accès à un logement décent ou à un revenu décent, ou etc. Donc on peut avoir des affirmations comme ça. Par quoi ça passe concrètement? Par quel type de mesure politique? Qui est en capacité de prendre la mesure politique que vous attendez? Qu'est-ce qui a déjà été tenté? Ça prend un certain temps pour arriver à affiner en fait le type de décision que vous attendez, et comment vous allez obtenir que cette décision soit prise. En général, c'est quand même des combats de longue haleine si vous avez une certaine ambition, et donc ça suppose à la fois d'avoir une certaine expertise sur le sujet, souvent de se mettre en alliance avec d'autres qui sont investis sur le même champ, et puis de regarder de quels outils on dispose. Alors les outils, c'est
ça rejoint la conversation l'échange sur conversation versus débat, c'est-à-dire il y a un premier levier qui est celui de la conviction des personnes en capacité de décider ou d'influencer le décideur. Donc ça passe aussi par les réseaux dont on dispose, les réseaux du protestantisme, du catholicisme, etc. Notre ancrage terrain pour ce qui nous concerne. Ça passe par la médiatisation. Alors la médiatisation, ça peut passer par des publications, ça peut passer par des actions coup de poing. Ça peut passer par des campagnes d'opinion pour montrer que vous n'êtes pas tout seul. En fait, c'est beaucoup de citoyens qui attendent des avancées sur le sujet. Ça peut passer par des actions signes, des actions démonstratrices qui montrent que ce que vous demandez, en fait, c'est pas une utopie, c'est pas un rêve, c'est quelque chose qui est faisable et vous en faites la démonstration. Ça peut passer par du contentieux aussi, des démarches, des litiges en justice. Ça peut aller jusqu'à la désobéissance civile. Voilà, avec une forme de gradation. En tout cas, au Secours catholique, nous, on a le souci de ne pas monter tout de suite à l'action contentieuse ou à la désobéissance civile. On a plutôt une culture où on va d'abord privilégier le dialogue et puis monter éventuellement en puissance ou en radicalité si ça n'avance pas. Oui, alors l'UICN est une organisation qui est basée qui est fondée sur la science, ce qui veut dire que ce qu'elle annonce sont basées sur des études scientifiques et pas un présupposé sur il faudrait préserver la nature parce que la nature est un bien commun. D'ailleurs, la majeure partie des grands experts, des 15 000 grands experts de haut rang sont des professeurs en écologie, en droit, qui produisent des textes de référence. Elle produit notamment ce qu'on appelle les listes rouges, dont vous avez dû entendre parler, des listes rouges de l'UICN. De temps en temps, on les voit apparaître dans la presse sur la disparition du thon rouge ou de d'autres espèces qui servent de baromètre à la disparition des espèces. Et donc, les actions de plaidoyer, d'engagement, elles se constituent là-dessus. Une base scientifique avec des analyses scientifiques de contexte et un objectif qui est à la fois d'intervenir dans le champ international à travers les négociations, les parties prenantes des COP sur le climat, la biodiversité, la CITES que j'ai pu évoquer tout à l'heure, la protection des zones humides, et d'autre part des actions de terrain pour, et c'est un sujet extrêmement important, pour donner des programmes concrets qui peuvent être des plans de déploiement. Il ne suffit pas de dire qu'on va protéger le loup, il faut qu'il y ait des plans nationaux d'action pour faire en sorte que le loup soit moins chassé, soit protégé, puisse se reproduire. Et entre les deux, eh bien, effectivement, on est une organisation qui fait du lobbying, sans avoir peur de le dire. Alors, comme c'est une organisation internationale, parfois les cultures sont différentes. On a la chance d'avoir beaucoup d'anglo-saxons, donc ils sont beaucoup plus à l'aise qu'en général que les Français sur les questions de lobbying. Et ce lobbying, il est fondé sur ce qu'on a fait, par exemple, pour le Congrès mondial de la nature, qui est le congrès qui a lieu tous les 4 ans et qui a eu lieu en France la dernière fois. On a publié un manifeste éthique pour rappeler, qui s'appelle L'avenir du vivant, pour rappeler les valeurs de l'action, parce qu'il faut toujours en revenir aux valeurs et à l'éthique pour savoir pourquoi on agit, et puis qui a décliné, rendu concret ces actions, parce que parler à un ministre ou à un député pour lui expliquer qu'il va falloir absolument changer tel point de droit parce que ça rentre dans l'éthique de l'action de l'écologie, c'est pas évident. Donc on a retranscrit en fait une partie de ces valeurs à travers des actions concrètes sur les aires protégées, au niveau français, sur la préservation du littoral, etc. Mais au plan international, c'est encore plus important parce que quand il faut préserver les peuples autochtones, rendre à certaines populations leur accès au territoire, mais il faut effectivement faire du lobbying et convaincre. Et je pense qu'on a besoin de plus de lobbying, sinon en fait le lobbying il est fait par les grandes entreprises. Est-ce que Samuel aussi, vous avez un témoignage à apporter sur cette stratégie ? Oui, donc c'est vrai que j'accompagne un certain nombre de clients et qui ont des gens qui ont des problèmes, qui aimeraient les résoudre et pour qui une partie de la solution réside dans du lobbying, pas que. Mais on ne commence pas par faire du lobbying direct. On commence déjà par demander à l'organisation, à l'entreprise, est-ce qu'elle est bien au clair sur ce qu'elle veut ? Est-ce qu'elle a bien fait le travail en interne pour que tout le monde soit conscient de ce qu'on demande, de ce qui va se faire ? Consciente également des risques d'échec. Parce qu'on ne l'a pas beaucoup parlé, mais enfin, le nombre d'opérations de lobbying qui sont menées et qui échouent sont bien plus nombreuses que d'opérations qui réussissent. Donc, parfois, il faut aussi savoir qu'on part battu, qu'on ne gagnera pas l'objectif principal, mais que parfois l'objectif principal n'est pas forcément celui qu'on veut. C'est aussi un objectif d'influence. C'est-à-dire, l'UICN a mis du temps
à monter en régime, mais c'est aussi parce qu'elle a fait prendre conscience dans les populations que la protection de la nature et des espèces était quelque chose d'important. Et c'est ensuite, par cette diffusion des idées, qu'on arrive, par cette influence, qu'on arrive quelque part à construire quelque chose. Donc, il ne faut pas partir bille en tête comme Don Quichotte contre les moulins à vent, parce que c'est la meilleure façon de rater son opération de plaidoyer. Il faut d'abord la construire en interne et ensuite monter step by step. Donc, le collègue du Secours catholique a bien dit, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui n'est pas toujours fini, enfin qui est toujours à faire, toujours à poursuivre. Donc voilà, les stratégies, c'est du long terme pour le plaidoyer. Alors justement, la Fédération protestante de France fait du plaidoyer depuis bien longtemps, évidemment, peut-être sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain. Il y avait eu un premier exemple avec la loi séparatisme, je crois que vous aviez été impliqué. Est-ce que Samuel Le Goff, vous pouvez nous faire un bilan, enfin un retour sur ce travail de plaidoyer pendant la loi séparatisme? Alors j'avais effectivement suivi ça au niveau parlementaire, regardé un peu ce qui se passait. Donc effectivement, le sentiment qu'on peut avoir au premier abord, c'est on n'a pas obtenu grand-chose. Alors, effectivement, là aussi, l'échec n'est pas si évident que ça, puisque de toute façon, quand un projet de loi est lancé, sur un sujet aussi sensible, et avec un ministre aussi déterminé, on n'arrête pas ce genre. Une fois que le train est lancé, il est parti. Si on veut se mettre en travers, le risque, c'est qu'on se fasse écraser par le train. Mais ces choses-là ne sont pas inutiles quand même, puisque sur la loi séparatisme, le gouvernement a été pris complètement par surprise. S'il y a bien quelqu'un qui n'attendait pas en face, c'était les protestants. Et ils n'attendaient certainement pas les protestants de cette manière-là. C'est-à-dire, normalement, c'est des gens calmes, posés, qui n'élèvent pas la voix. Et là, d'un seul coup, bing, ils arrivent. On a quand même obtenu des petits aménagements, des petites choses qui font que la pilule passe mieux. Et surtout, on a peut-être aussi cassé une dynamique. C'est-à-dire, quand on ne dit rien, c'est comme les enfants, on prend, on continue. Vous me laissez le bras, je vous prends le coude, je vous prends tout. Donc, là, on proteste, on dit stop. Donc la prochaine fois, peut-être qu'on sera un peu plus écouté en amont, qu'on viendra nous voir en nous disant on prépare quelque chose, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Donc, je dirais, les résultats sont peut-être les résultats invisibles qui font qu'on est enfin pris en compte. Et il y a un point aussi quand même qu'il faut bien voir, quand on rentre dans le terrain du lobbying, dans le dur, c'est-à-dire sur un texte de loi, on rentre dans la politique, et la politique c'est d'abord une histoire de rapport de force et de capacité de nuisance. On vous écoute si vous pesez quelque chose ou si vous êtes en capacité d'embêter, d'ennuyer. Et sur la loi séparatisme, on a ennuyé, puisqu'on a quelque part un peu abîmé la légitimité du texte. S'il y a bien une religion en France qui incarne la laïcité, c'est les protestants. Le gouvernement arrive avec un texte sur le sujet et les protestants disent « nous, on n'est pas d'accord ». Quelque part, c'est gênant et ça amènera peut-être le prochain gouvernement à, une fois qu'ils se seront un peu calmés sur leur irritation, à venir nous voir en nous disant finalement, comment on fait? Et c'est comme ça qu'on verra peut-être qu'on n'a pas totalement échoué. Merci. Alors donc là, on a parlé un peu de théorie, de stratégie. Moi, je serais intéressée de vous donner la parole pour avoir des exemples concrets, parce qu'on dit donc le plaidoyer, c'est du très long terme, ça met vraiment du temps, on met du temps à en voir les fruits, à en récolter les fruits. Mais il y a quand même des campagnes qui sont menées, il y a quand même des actions concrètes qui incarnent ça. On a même, je crois, des photos, des slides pour illustrer. Est-ce que, par exemple, Maud Lelièvre, vous pouvez nous raconter, vous, un exemple très concret de plaidoyer que vous menez à l'UICN? Alors, je vais vous faire deux sensible, exemples. S'abstenir. Voilà, c'était après le déjeuner. Mais donc, les animaux que vous voyez à l'écran, ce sont des animaux qui ont été saisis au terminal 3 de Roissy-Charles de Gaulle, qui proviennent de vols qui viennent d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est, et qui en fait participent à une chaîne qui est déjà dramatique, mais qui pourra l'être d'autant plus dans les années à venir. Donc, vous avez du caïman, évidemment, qui est donc emballé en haut à droite, un python et des chauves-souris. Du pangolin. Voilà. Non, ça c'est pas du pangolin, ça c'est des morceaux qui étaient sous cello frais voilà. Donc pourquoi je vous montre ces images? Peut-être on peut les enlever parce que c'est pas très agréable. C'est pour vous expliquer. Voilà. Moi, j'ai commencé à me mobiliser sur la question du trafic avec d'autres de l'organisation il y a plus de 12 ans, parce qu'on avait constaté qu'en fait, les animaux qui étaient des animaux protégés, qui étaient soit sur les listes rouges, soit protégés au titre de la CITES, étaient prélevés en Afrique, mis dans des vols, arrivaient
vivants pour la plupart il y a 10-12 ans dans les aéroports français, et comme il n'y avait pas de système de garde, étaient congelés parce que c'était une façon de lutter contre les risques sanitaires. Et puis année après année, on a plutôt vu de la viande de brousse que des espèces sauvages qui sont prélevées pour être mangées, plutôt que des espèces vivantes. En 10 ans, on a réussi à obtenir difficilement l'ouverture d'une station d'accueil en menaçant un peu l'aéroport, mais la question n'avançait pas. Et donc, il y a 3 ans, on a décidé que cette question des trafics était une question centrale, c'était avant le Covid, parce que, pour différentes raisons. La première, c'est parce que le trafic d'espèces, c'est en matière de trafic et de criminologie, de crimes environnementaux mondiaux, ça finance les réseaux terroristes juste après le trafic d'armes et après le trafic de drogue, avant le trafic d'êtres humains. Donc ce n'est pas simplement des gens qui rapportent des espèces parce qu'ils ont envie de les consommer, ce sont des réseaux terroristes qui généralement utilisent des populations fragiles, comme dans le trafic de drogue, des jeunes femmes avec des enfants pour faire transporter ces marchandises, qui arrivent sans contrôle dans les aéroports français, et comme vous avez vu que c'est de la viande consommable, de la viande de brousse, qui sont consommées. C'est pas la peine d'expliquer aujourd'hui, après la crise de la Covid, combien il y a de risques de prendre des espèces non contrôlées et de les consommer sur les marchés d'Île-de-France. Donc ça coche toutes les cases. Financement de réseaux terroristes, exploitation humaine, destruction de l'environnement dans les pays là-bas, destruction de la biodiversité. Et on n'arrivait pas à convaincre. Alors, les affiches, les photos que vous avez à l'écran, on les a envoyées aux journalistes, on les a envoyées aux parlementaires pour leur expliquer qu'ils seraient responsables si demain on avait d'autres crises sanitaires, mais surtout qu'on était en train de détruire massivement l'environnement dans ces pays. Et on a utilisé une approche qui n'était pas du tout une approche classique de lobbying. Les gens qui réfléchissent et travaillent au sein de mon organisation, ce sont des grands professeurs du Muséum d'histoire naturelle, des gens qui sont plutôt extrêmement posés et polissés, des membres de l'administration française. Ils ont moins l'habitude de ce genre de choses. On a plus fait avancer le sujet en utilisant ce type de méthode en 18 mois qu'on l'a fait avancer en 10 ou 15 ans, parce que finalement, c'est pas si grave de consommer des espèces dont on ne sait pas très bien ce qu'elles sont, et d'ailleurs, il faut bien que chacun puisse vivre. Donc effectivement, ça, c'est une méthode de lobbying sur lequel que l'UICN n'avait pas, et comme moi j'avais en tant que militante d'organisation environnementale, j'avais utilisé des méthodes un peu comme ça. Je me suis dit, il faut qu'on arrive à changer de cap. Et j'aimerais citer un deuxième exemple, qui est la question de EACOP, dont vous avez dû entendre parler, qui est un grand projet de Total, qui va se faire en Ouganda, qui va certainement se faire en Ouganda, et qui est une pipeline qui va traverser 16 aires protégées, 2 pays, déplacer 100 000 familles, et c'est en cas d'accident, ce qui peut toujours arriver, priver à peu près 40 millions d'individus d'eau potable. Je ne vous parle pas de la destruction sur l'environnement irréversible, les écosystèmes et les espèces animales qui y vivent. Et c'est un sujet sur lequel l'UICN avait essayé de faire des documentations scientifiques pour expliquer que ce n'était pas très très bien de détruire massivement des aires protégées. Ça semblait assez technique et peu entendu. Et puis il y a eu des débats, et moi je me suis retrouvée à devoir prendre position et porter la position qui était, on est opposé en tant qu'organisation internationale à ce projet. Et il était très difficile d'arriver avec des documents scientifiques en disant regardez, on va vous calculer tous les effets. Et en fait, je vais donner un exemple de lobbying réussi à cette étape. C'est qu'un certain nombre d'organisations, pas simplement des organisations environnementales, des organisations catholiques, notamment italiennes, notamment Laudato Si et d'autres organisations, se sont mobilisées et ont commencé à produire des textes, des positions, et sont allés voir en façon lobbying les représentants dans les différents pays, ont diffusé ces textes, et en fait ça nous a beaucoup aidés. Et moi qui ne suis pas catholique, je me suis retrouvée à lire, produire des textes du pape ou des différents évêques pour dire, vous voyez, il y a des positions, c'est pas simplement des écologistes qui tout seuls sont contre Total parce que c'est une position attendue, mais vous voyez des gens qui sont extrêmement sérieux, qui ont d'autres points de vue exposés. Et on s'est retrouvés à présenter cette position devant des actionnaires de Total, devant les gouvernements, devant les parlementaires, et ça a vraiment fait un effet, parce que c'était pas simplement une parole. C'est plus facile de se dire, je reviens sur ce qu'a dit Samuel, en fait quand on voit des gens en face dont on sait ce qu'ils vont dire, on va pas déjà les écouter. Quand on décale le sujet, que c'est porté par des gens qui n'ont pas l'habitude d'intervenir, c'est extrêmement plus impactant.
Et je me suis retrouvée dans des assemblées où j'avais regardé à peu près et j'avais tâté le terrain pour savoir si les gens étaient catholiques ou pas. Et en utilisant, c'est plus facile, il y a la masse de la société, mais enfin en tout cas en utilisant les arguments auprès de parlementaires, etc. Et ça a fait changer, je pense, ça a ébranlé les points de vue. Mais si ça s'était resté au simple lieu du débat, ça aurait été important mais pas suffisant. Simplement, ces positions-là, elles ont même fait changer les assurances et les banques. Parce que au jour d'aujourd'hui, le problème est à COP. C'est pas tellement un problème d'autorisation du gouvernement ougandais, tout ça est réglé depuis très très longtemps. C'est un problème d'assurance et de banque. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de banques qui, les unes après les autres, ont décidé qu'elles ne prêtaient plus, elles ne finançaient plus le projet, et un certain nombre d'assurances. Et la raison première, c'est parce qu'il y a eu cette prise de parole importante des organisations catholiques et que les gens étaient... Tant que ça devenait les organisations environnementales, c'est pas très grave, mais quand c'est les positions d'organisations catholiques, alors que vos clients peut-être sont majoritairement catholiques dans votre banque, vous vous sentez un peu moins à l'aise. Et ça, je vais donner cet exemple réussi. Alors je sais bien où je le dis et dans quel contexte, parce que parfois on a plus de poids quand on vient de l'extérieur que lorsqu'on est le scientifique qui travaille depuis 25 ans sur les aires protégées. Alors, du côté du secours catholique, peut-être deux exemples là aussi de campagne. Il y en a une qui est sur un laps de temps. Alors, oui, les illustrations ne sont pas forcément en rapport, mais au moins ça donne un peu de couleur. Ça vous montre en tout cas la panoplie entre les manifestations de rue et puis la remise de rapports sérieux au ministre. Simplement au moment du Covid, confinement le 16 mars, on nous annonce le quoi qu'il en coûte pour sauver l'économie française. En revanche, les plus pauvres, au démarrage, aucune mesure. Donc nous, on a très vite perçu que, avec la fermeture des écoles, les familles allaient se retrouver à devoir nourrir leurs grands et que c'était pas neutre dans des budgets extrêmement contraints. Et donc on a, dès le 17 mars, écrit au président de la République pour lui demander des mesures de soutien financier aux ménages les plus modestes. Alors, on demandait à la fois des mesures conjoncturelles et puis des mesures structurelles de relèvement des minima sociaux, parce qu'aujourd'hui, ils ne permettent pas de vivre décemment, ils permettent à peine de survivre. Et donc, pour illustrer ce que disait Samuel Le Goff tout à l'heure, on n'a pas gagné sur toute la ligne, mais avec ce type de courrier, puis des prises de parole dans les médias, puis une pétition. Alors le Secours catholique est très mauvais en lancement de pétition. D'ailleurs, on ne pouvait pas dire pétition parce que ça fait un peu gauchiste, donc il fallait dire appel à signature. Enfin, vous voyez... Nuance. Avec ce type de mobilisation, on a quand même obtenu que assez rapidement le gouvernement sorte le carnet de chèques et débourse 1 milliard d'euros pour les ménages les plus précaires. Et puis après, il y a une deuxième aide du même montant un peu plus tard. Et c'est vrai que nous, Secours catholique, on avait décidé sur nos fonds de débourser 5 millions d'euros de chèques services pour les ménages qu'on accompagne. En fait, ce type de victoire a aussi aidé à faire comprendre à nos bénévoles l'intérêt du plaidoyer. C'est-à-dire que 5 millions, c'était beaucoup pour... le budget du Secours catholique, mais c'est sans commune mesure avec les besoins de la population française, et c'est là que l'action politique est indispensable. Un autre exemple, un tout petit peu en arrière, autour de la loi Asile-Immigration, au début du premier quinquennat Macron. Il y a eu une levée de bouclier des associations d'accueil des étrangers, notamment... alors sur plusieurs points, mais il y avait un des points durs qui était qu'on voulait demander au centre d'hébergement de se faire un peu les complices du ministère de l'Intérieur en termes de dénonciation des personnes en situation irrégulière. Donc voilà, grosse mobilisation des associations. Nous, Secours catholique, à la fois on était dans les collectifs associatifs qui plaidaient avec le gouvernement, mais aussi on a organisé sur le terrain des rencontres entre des personnes étrangères que l'on accompagne et puis des parlementaires. Et ces rencontres-là, alors loin des micros, loin des caméras, ont quand même permis à pas mal de parlementaires d'ouvrir les yeux en fait sur la situation
des étrangers sur un sujet sur lequel les postures sont quand même... enfin, c'est souvent un discours idéologique qui prime sur un discours ancré sur les réalités de terrain. Et alors, on a réussi... Enfin, pour vous dire que le plaidoyer, c'est pas toujours des avancées, c'est aussi d'éviter des reculs, bien souvent. Et donc là, on a réussi à éviter de faire des centres d'hébergement des complices, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que nous, Secours catholique, on a noué un certain nombre d'alliances avec des parlementaires qui, dans les années suivantes, se sont fait les porte-voix de certaines de nos propositions, et notamment qui ont abouti à diminuer de moitié le prix des titres de séjour. Les titres de séjour avaient été multipliés par 6 et donc devenaient absolument rédhibitoires, le coût pour beaucoup des étrangers qui sont sans ressources ou avec très peu de ressources. Et donc on a réussi à ce que notamment Stella Dupont, une députée En Marche du Maine-et-Loire, devienne un peu fer de lance de cette bataille pour réduire le prix de ces titres de séjour. Un Éric Woerth aussi, qui avait rencontré nos équipes sur le terrain, s'est révélé être un allié, un peu surprise sur ce type de sujet. Donc voilà, pour dire que le plaidoyer, c'est vraiment une science incertaine, où l'espérance chrétienne doit jouer son rôle pour savoir reconnaître là où ça avance et parfois là où on ne l'attendait pas. Alors justement, Bernard Coyot disait tout à l'heure, il ne faut pas brandir la Bible ni la lâcher, mais être imaginatif. Quelle est la spécificité d'un plaidoyer qui porte une parole chrétienne ? Est-ce que du coup, vous, le Secours catholique, donc c'est dans le nom, mais est-ce que c'est revendiqué ou enfin, comment vous y prenez pour faire vivre cette parole chrétienne ? Alors, c'est pas comme si chacune de nos notes de plaidoyer était avec en exergue une parole d'évangile. En revanche, au moment de l'élaboration, disons, de nos priorités, de nos positionnements, on est une association avec une telle variété de sensibilités politiques que, en fait, la référence aux évangiles, la référence à la pensée sociale catholique, c'est une référence commune, un ciment, une inspiration commune qui nous aide en fait à élaborer un positionnement commun. Et ça c'est déjà précieux dans le positionnement. Donc on se réfère aux textes dans nos textes un peu socles pour l'interne. Ensuite, je dirais que c'est plutôt dans la manière de faire qu'il y a peut-être une spécificité. C'est une manière de faire le plus possible avec les personnes concernées. Pour nous, alors ATD Quart Monde est sans doute pionnier là-dedans, mais c'est vrai que pour le Secours catholique, c'est aujourd'hui aussi très important que les personnes concernées soient impliquées dans l'élaboration de la parole, aussi dans le portage de la parole. Donc, par exemple, pour nos derniers rapports statistiques, notre rapport annuel État de la pauvreté, on est allé le remettre au ministre des Solidarités avec des représentants d'un groupe de personnes en précarité qui avaient élaboré une parole collective en fait sur ce qu'on dit dans ces rapports. La deuxième chose, c'est, je pense, la priorité au dialogue. La priorité au dialogue parce que, précisément, on n'est pas sur le plaquage d'une doctrine ou d'une idéologie, mais on est sur à la fois l'affirmation de conviction, mais la recherche du bien commun et une forme d'humilité, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec des certitudes à prendre ou à laisser, mais avec une volonté, en fait, de faire avancer, la conviction aussi qu'on peut convaincre, qu'on peut changer d'avis. Donc ça, je pense, c'est une deuxième spécificité dans la façon de faire. Et puis, il me semble que les chrétiens ont, dans le monde associatif, une capacité à faire converger une grande variété d'acteurs, beaucoup plus que d'autres. Alors, peut-être justement lié à ce point précédent, mais je me rends compte que dans beaucoup de collectifs que l'on fréquente, les associations chrétiennes sont souvent celles qui arrivent à faire le pont entre des associations plutôt patronales et puis la CGT sur des enjeux comme l'annulation de la dette, comme la lutte contre la corruption, etc. Enfin, et je crois que ce rôle d'unifier, de chercher le bien commun, c'est une des spécificités. Alors, c'est pas comme si on plantait la croix au début de la réunion, mais je pense que dans la façon d'amener les débats, il y a quelque chose de facilitant. Merci. Alors, ce sera ma dernière question, parce que je sais que la pause vous appelle, et peut-être même il y aura quelques questions-réponses quand même avant.
Alors comment justement donc la volonté de faire un plaidoyer peut se nourrir du terrain et en fait comment le plaidoyer peut un peu circuler dans les deux sens. Là on a une fédération donc le sujet est particulièrement pertinent. Comment comment on peut donner le goût à tout le monde. Tout à l'heure Bernard Coyot disait aussi qui prend la parole, qui a le droit de parler. Comment vous donnez le goût à vos membres de s'emparer de ce plaidoyer et quelles sont les bonnes pratiques pour que le plaidoyer il aille un peu dans les deux sens et il se nourrisse. Maud, le lièvre. Nous, on a l'objectif final de transformation. Donc, ce qui motive les gens, c'est aussi la réussite des actions de terrain. Parce par exemple, au Comité français, on finance 252 ONG locales en Afrique à hauteur de 16 millions d'euros pour faire en sorte que ce ne soit pas justement que des textes qui soient publiés. Mais si je reviens sur mon exemple du trafic, il y a un programme qui a été ouvert à Lambaréné avec l'ouverture d'un restaurant communautaire pour aider les femmes à nourrir autrement leur famille et finalement en ouvrant un restaurant communautaire et avoir des revenus en donnant du poulet à manger et pas de la viande de brousse. Donc voilà, nous, c'est des actions de terrain qu'on crée et qu'on soutient, mais aussi qu'on rapporte parce qu'on peut... il faut absolument incarner ça par de l'homme, de l'humain, des valeurs de solidarité. Si ça reste théorique, ça reste des chiffres sur du papier. Et alors, finalement, les chiffres sur les papiers, on peut les oublier. Puis on peut se dire que s'il n'y a pas 907 espèces qui ont disparu définitivement, mais 922, c'est un petit peu près la même chose. Par contre, se dire qu'on a fait disparaître la famine dans tel bassin parce qu'en fait, on a lutté contre un barrage et qu'en fait, on a rétabli des conditions possibles d'agriculture, ça change réellement. Donc moi, je crois beaucoup à trois choses. Un, il faut des histoires qui fonctionnent parce qu'il faut redonner de l'espoir, notamment aux plus jeunes générations. On ne peut pas avoir des enfants de moins de 20 ans, 25 ans, des petits qui disent, comme m'a dit récemment ma fille, on est l'avant-dernière génération, après il n'y aura plus d'hommes. Donc tant qu'on a cette vision-là, elle est extrêmement prégnante chez les plus jeunes, cette idée que le monde va mal et que finalement, quand il va tellement mal, c'est plus la peine d'agir. La deuxième chose, c'est qu'il faut des héros. Moi, je pense que j'aurais pas eu cet engagement aujourd'hui si quand j'étais petite, j'avais pas voulu être Louis Schweitzer. Alors, je joue toujours très mal du piano, je n'ai rien résolu sur la paix, mais je suis allée plusieurs fois au Gabon et j'espère avoir changé un petit peu les choses. Voilà, Albert Schweitzer, voilà, pardon. Je suis perturbée par ma voisine, en fait. Mais en tout cas, je pense qu'il faut redonner aux enfants l'idée qu'on peut incarner des choses demain. Se battre pour des valeurs. Et puis la troisième chose, je pense qu'il faut des endroits où on réaffirme les valeurs comme celle de la charte de la terre ou d'autres. Voilà. Merci. Samuel, allez-y. Oui, donc le terrain et le sommet sont indissociables. C'est-à-dire qu'effectivement, pour parler très prosaïquement, quand vous allez voir des élus, la grande question de Staline, le pape, combien de divisions, ça fonctionne toujours. C'est-à-dire vous représentez qui, vous représentez quoi, il faut être capable de le montrer. Donc des parlementaires, si vous allez les voir dans leur bureau à Paris en étant 3, c'est très bien. Si une délégation de 10 personnes vient les voir dans leur circonscription, dans leur permanence, et qu'ils s'aperçoivent que ce sont leurs électeurs, c'est pas le même effet. Donc là aussi, la taille du réseau. Par contre, vous allez embarquer des gens avec vous si vous leur donnez un cadre clair, c'est-à-dire que les gens veulent bien se mobiliser, mais à condition de savoir pourquoi, quel objectif, quelles valeurs sont défendues. Et ça, c'est le sommet qui le définit. C'est en haut que c'est défini. Et ensuite, ça permet de mobiliser des gens qui vont se bouger, qui souvent sont très contents de le faire, mais à condition qu'on leur a donné un cadre. Et dans beaucoup d'endroits, quand ça ne marche pas, c'est parce que justement, le sommet n'a peut-être pas fait assez bien son travail, et qu'en dessous, c'est parti un peu dans tous les sens, et au final, on n'est pas arrivé à grand-chose. Mais ça aussi, ça se travaille. Et je pense que la chance au niveau des religions, c'est quand même d'arriver encore à être cohérent éthiquement, d'avoir quelque chose à dire. Parce que je m'aperçois quand même, je digresse peut-être un peu, mais depuis une dizaine d'années, je trouve que le débat politique français s'est considérablement appauvri, qu'on manque d'idéologie, on manque de choses à dire. Et à la limite, les milieux écologistes et les milieux chrétiens, religieux, sont encore ceux qui ont une histoire à raconter, quelque chose à dire, des valeurs à porter. Et ça, quelque part, c'est un atout qu'on a et qu'il faut mettre en valeur parce qu'on
on imagine, enfin, moi-même j'avais du mal à l'imaginer avant d'avoir vu concrètement. Parfois, les politiques sont très démunis pour ces idéaux, ces valeurs, et vous allez leur porter quelque chose qui leur convient, qui leur est utile, ils vous le reprennent du début à la fin, ils ne changent pas une seule virgule, et vous vous retrouvez avec tout ce que vous avez apporté, injecté dans le projet, parce que quelque part, le plaidoyer, ça ne marche pas non plus seulement en termes de lutte et d'opposition, c'est aussi en termes d'apport, en termes de dons, et quand vous arrivez au bon moment, que rien n'est encore figé, que tout est encore en discussion, vous pouvez construire. Et je pense que c'est un des volets du plaidoyer qui doit être davantage mis en avant que celui de la lutte pour obtenir, parce qu'une fois que le train est parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, dur de revenir dessus, mais être en amont et porter des valeurs, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, et il n'y a pas beaucoup d'organisations à pouvoir le faire. Alors, le lien avec le terrain, pour nous, il est évidemment essentiel. C'est d'abord de là qu'on tire la légitimité de ce qu'on a à dire. C'est aussi notre terrain qui tire le signal d'alarme. En fait, typiquement, si on s'est engagé sur les enjeux de précarité énergétique, c'est pas d'abord la conscience écologique qui nous a guidés. C'est parce que on est une association qui donne des aides financières, et on s'est aperçu qu'en l'espace de 5 ans, dans les années 2000, on était passé de 1 million à 2 millions d'euros à débourser pour les factures d'énergie que les ménages n'arrivaient plus à payer. Donc voilà, il y a ce rôle-là du terrain qui vient alerter aussi, accréditer. C'est aussi sur le terrain qu'on mène nos enquêtes qui viennent asseoir ce que l'on a à dire. Le terrain, il vient aussi enrichir, légitimer, illustrer ce que l'on souhaite porter. Et puis, c'est là aussi qu'on peut démontrer, expérimenter. Alors ça, on n'est pas les seuls à le faire. Dans la sphère protestante, je pense à la Fédération de l'entraide protestante qui a lancé un programme pour tenter des régularisations préfecture par préfecture en rassemblant dans certains départements les différents acteurs patronaux, associatifs, etc. pour se dire, mais en fait, on a un employeur qui est prêt à embaucher monsieur, c'est quelqu'un qui n'est pas éligible a priori à une régularisation. Et ce type d'expérimentation a pour objectif justement de démontrer que c'est possible et qu'on pourrait ouvrir un peu plus les vannes. Nous, on essaye de le faire aussi sur les enjeux de précarité énergétique, par exemple. On a dans les Hauts-de-France un réseau éco-habitat qui est investi dans l'accompagnement des ménages en grande précarité qui sont propriétaires de leur logement, dans la rénovation. Souvent, ils n'ont pas un rond pour commencer les travaux. Et puis, c'est tout un travail à la fois d'ingénierie financière et technique, mais aussi d'ingénierie sociale pour accompagner ces ménages. Et après 5 ans de cette expérimentation, on a réussi à faire la preuve de la pertinence, et c'est en train de devenir une politique publique, et le gouvernement a décidé de mettre en place Mon Accompagnateur Rénov', qui est un service public de la rénovation thermique du bâtiment, avec une option Mon Accompagnateur Rénov' Sérénité. C'est un peu la novlangue gouvernementale, mais qui s'accompagne d'un accompagnement social pour les ménages les plus fragiles. Merci beaucoup. Merci du coup à nos 3 témoins pour ces partages d'expérience, pour vous qui êtes experts du plaidoyer. Merci beaucoup. Merci. Donc maintenant, tous ces retours viennent nourrir et charge à nous maintenant, à nous de jouer, la Fédération protestante, pour prendre toutes ces bonnes pratiques pour les intégrer dans le fonctionnement de la FPF.